Bonjour, bonjour à tous. Nous allons commencer dans quelques minutes. Nous allons donc commencer. Bonjour, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints. Alors, je suis ici Lise Coway. Je fais partie de la communauté Boost. Je travaille pour le laboratoire Sabine. Et bienvenue à notre cinquième session ici. Et nous allons couvrir bien, les doutes et les hésitations en matière de vaccination. Alors, quelques informations. Donc, tout d'abord, si vous souhaitez suivre cette session en français, vous pouvez directement sélectionner l'interprétation. Donc, pour ce faire, vous verrez en bas à droite de votre écran, vous avez un globe et vous avez également les instructions qui apparaissent normalement ici sur votre écran. Pendant notre session, vous pouvez évidemment partager avec nous en utilisant la boîte de discussion, le chat. N'hésitez pas si vous avez des questions également. Et une fois nous arriverons à la session questions-réponses, vous pourrez évidemment poser toutes vos questions également oralement. N'oubliez pas également de vous renommer en indiquant votre prénom, votre nom de famille, votre pays, afin que nous puissions enregistrer votre présence à cette session. Alors ici, par rapport à toutes les questions qui nous ont été posées en s'agissant des ressources sur les différentes présentations, eh bien, vous pouvez voir que vous avez accès à toutes ces informations à travers ici le groupe d'apprentissage Boost. Dans l'onglet ressources, vous avez le lien d'indiquer et vous retrouverez ici les enregistrements, les présentations. Vous retrouverez aussi des documents PDF avec les questions. N'hésitez pas ici à nous contacter. Aujourd'hui, Lisa Menning est avec nous. Elle est responsable du sciences du comportement au sein du programme de vaccination de l'OMS. Et avant de lui passer la parole, voici notre ordre du jour pour cette session. Nous allons revenir ici sur notre proposition stratégique, sur le dossier. Nous reviendrons également sur les questions de la semaine dernière et ensuite nous passerons aussi ces différents thèmes. Et n'hésitez pas en fin de session, évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, nous aurons une session de questions-réponses. Donc posez toutes les questions dans le chat. Et sans plus attendre, je vous passe la parole, Laura. Merci, Lise. Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais également vous passer le bonjour à tous. Normalement, vous avez reçu ce dossier qui a été mis à votre disposition. Alors ici, vous avez des instructions claires sur comment remplir ce dossier, sur chaque section. Alors, n'oubliez pas qu'il faut bien étayer cela avec des données et des autres ressources. La proposition doit faire à peu près 2 500 mots. On nous a posé beaucoup de questions sur la date d'échéance. Vous avez jusqu'au 1er juillet pour renvoyer ce dossier. Donc j'espère que vous avez du coup tous commencé à travailler sur ce dossier. Ensuite, ce sont des experts qui vont passer en revue ces dossiers. Et ce sont ici les éléments que je souhaitais partager avec vous. Parce qu'ici, justement, nous avons une question. Avez-vous commencé votre proposition stratégique? Alors, vous avez une question qui normalement apparaît sur votre écran.
Oui ou non, dites-nous, est-ce que vous avez donc commencé votre proposition stratégique? Nous allons vous laisser quelques instants pour que vous puissiez répondre. Alors, nombreux sont ceux qui n'ont pas encore commencé. Alors, c'est important de prendre en compte, lorsque vous allez commencer, eh bien, de prendre en compte ce qui a été présenté lors des sessions précédentes, ce qui sera présenté lors de la session d'aujourd'hui, parce que c'est vraiment un peu important pour comprendre quels sont les besoins par rapport aux différentes stratégies. Alors, la plupart d'entre vous, je dirais les 2 tiers, n'ont pas encore commencé la proposition stratégique. Alors, c'est important ici de parcourir, cette proposition, ce dossier, section par section, voir ce que vous allez pouvoir incorporer ou pas, et je suis sûre qu'ici, cela, va vous permettre, ici de remplir cela dans les délais. Je vous remercie. Je passe la parole à Lise. Merci beaucoup Laura. Alors oui, nous partagerons également que les liens en français et en français. Donc ne vous inquiétez pas, nous aurons aussi d'autres informations. Et donc pour cette proposition stratégique, et il y aura aussi des instructions s'agissant d'envoyer donc cette proposition d'ici le 1er juillet. Donc d'autres informations complémentaires seront diffusées par email et lors de notre session suivante. Donc tout d'abord, merci ici d'avoir envoyé vos messages dans le forum. Nous avons parlé ici des lacunes en matière de données, nous avons parlé de la disponibilité, de la qualité des données, de la transformation des données en informations, de la motivation, des capacités. Alors, vraiment, ce sont des commentaires très intéressants. Ce ne sont que certains de ces commentaires. Mais c'est vrai qu'ici, le docteur Adaora nous a expliqué que c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, les chiffres sont partout et que des données solides associées à des connaissances, à une expérience peuvent nous, permettre ici d'améliorer et de développer de nouveaux processus et de répondre aux problèmes complexes. Cela peut également donner ici au gouvernement et aux citoyens des informations supplémentaires pour la prise de décision. Donc merci beaucoup pour tous ces commentaires et toutes ces questions dans le forum. Et je passe la parole à Laura qui va revenir ici sur les points clés de la session 4. La semaine dernière, nous avons une session très intéressante, très interactive. Beaucoup de messages dans le chat, merci beaucoup. Alors, nous avons regardé comment utiliser les données en matière de vaccination pour l'action. Alors, voici les points principaux qui ont été abordés. Alors, beaucoup d'informations ici fournies par Ian. Le fait que la crise sanitaire de la Covid-19 a eu un impact évidemment sur les programmes de vaccination, leur mise en œuvre, la couverture, la surveillance aussi des maladies transmissibles. Et c'est vrai que nous avons aussi parlé des méthodes d'analyse, des méthodes administratives pour estimer la couverture vaccinale. Nous avons aussi parlé ici des avantages et désavantages des différentes méthodes. Il y a eu beaucoup d'intérêt s'agissant évidemment de ces registres de vaccination électronique. Alors évidemment, ce sont des registres qui sont importants, qui vont avoir une place prépondérante à l'avenir. Alors c'est sûr que les avantages, c'est qu'il y a plus d'informations, surtout s'agissant du suivi. Et Yann est revenu aussi sur la triangulation des données, qui est un outil très important, une méthodologie très importante. Donc ça a été vraiment une session fascinante la semaine dernière et j'espère que cette session sera tout aussi passionnante. Et puis Yann est aussi revenu
sur certaines données qui peuvent être utiles, notamment ici s'agissant des ressources humaines, des différents besoins, de la demande en données sociales. Alors, c'est important parce que cela va être un webinaire dédié à cela et nous avons aussi parlé d'autres exemples pratiques. Donc c'est intéressant de regarder les données sous tous ces angles. Parfait, nous allons passer la parole à Lisa. Merci. Merci Lise, merci Laura. C'est un grand plaisir ici de vous rejoindre pour cette session. Je vais donc partager mon écran avec vous. Alors dans cette présentation, en fait, je vais parler ici de l'adoption de la vaccination, je vais parler des moteurs sociaux, comportementaux qui sont importants et la façon dont on peut connecter ici, eh bien, et voir comment est-ce que l'on peut avoir des stratégies, s'agissant donc de l'adoption de la vaccination. Alors, qu'est-ce qui peut promouvoir cette adoption de la vaccination? Comment est-ce que l'on peut mesurer ce taux d'adoption? Et voir quelles sont ici les raisons de cette adoption. Et dans une deuxième partie de ma présentation, je vais revenir ici dans des domaines spécifiques d'intervention qui peuvent être liés à certaines barrières et je reviendrai également spécifiquement sur l'hésitation, le doute. Lorsque l'on entend parler, par exemple, d'un faible taux d'adoption de tel ou tel vaccin, souvent, eh bien, ce sont des exemples de désinformation aussi. Donc en général, il y a un modèle assez simple qui est utilisé pour expliquer ici, eh bien, ce taux d'adoption faible. Et en général, c'est l'idée qu'il y a ici des anti-vaccins, des personnes qui refusent la vaccination et qui érodent ici l'acceptation, la couverture et, et ensuite des écarts en matière d'adoption de la vaccination et ensuite on se retrouve avec des épidémies. Cependant, sur la base du travail des groupes d'experts de l'OMS, eh bien, nous avons également discuté avec de nombreux partenaires au niveau international, de différents experts, de différentes disciplines. Et nous nous basons sur des éléments de preuve internationaux pour recréer ce cadre avec ces 4 moteurs sociaux et comportementaux principaux. Et ici, eh bien, ce sont vraiment des éléments par rapport aux attitudes, aux croyances, la perception des avantages, de la sécurité de la vaccination, la confiance envers les autorités. Il y a aussi des processus qui peuvent influencer, comme les normes sociales au sein d'une famille, d'une communauté, d'un groupe. Et ça peut être aussi une recommandation, par exemple, d'un professionnel de santé. Et puis, il y a aussi des barrières liées au genre et à l'égalité. Et ce sont des facteurs, des domaines qui, en général, ont un impact sur la motivation. Et les motivations sont importantes ici parce que cela a un impact sur justement ce qui pourrait être adopté. Et c'est typiquement ici, là, que l'on parle d'hésitation. Et je vais revenir d'ailleurs sur ce concept. Et puis ensuite, il y a des aspects pratiques avec ces différentes dimensions d'accès et aussi de taux. Est-ce que la vaccination est abordable? Et
de ce que cela veut dire concrètement pour quelqu'un d'avoir accès à un centre de vaccination, mais aussi l'expérience, le taux de satisfaction de la personne qui s'est fait vacciner, de cette visite au centre, de vaccin. Donc en se basant sur toutes ces données qui ont été analysées ces dernières années, les principales barrières sont en lien, avec les questions pratiques. Donc en général, pour la plupart des programmes dans le monde, ce sont ces barrières qui sont importantes. Et ensuite, il y a tout un cadre qui a été développé avec des outils d'enquête pour des données quantitatives et des entretiens pour, aussi collecter ici des données qualitatives pour mieux comprendre ces questions, et nous avons ces outils disponibles pour la vaccination contre la Covid et les vaccinations des enfants. Alors ici, nous avons cet outil d'enquête avec, 20 questions qui nous donnent une meilleure, compréhension et nous permettent ici d'avoir une discussion semi-structurée, de mieux comprendre certains domaines, surtout pour certains groupes de population cibles. Et pour aider à l'utilisation de ces outils, nous avons développé un guide étape par étape très pratique qui revient sur les principales étapes ici de collecte des données. Alors, vous pouvez utiliser ce lien pour avoir accès à toutes ces informations. De même, au sein du groupe d'experts, nous avons vraiment mis en place un processus solide de tests sur le terrain, de validation de ces outils. Et dans de nombreux pays dans le monde, en Afrique, au Moyen-Orient, aux États-Unis, en Australie, nous avons vraiment suivi un processus très sérieux de validation de ces outils afin de s'assurer qu'ils mesurent bien exactement les bonnes questions et que ces questions sont bien conçues pour être simples, claires, utilisables et transférables. Et pourquoi est-ce que c'est important pour nous de mesurer, ces moteurs comportementaux et sociaux de la vaccination? C'est absolument essentiel pour comprendre pourquoi est-ce qu'il peut y avoir une faible adoption du vaccin au sein d'une population en particulier. Et souvent, lorsque l'on conçoit des programmes, nous savons que la couverture peut être faible, c'est qu'il peut y avoir, aussi des points de blocage. Mais ce n'est pas toujours facile de se focaliser sur des groupes de population spécifiques. Et là-dessus, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi? Et ceci devrait nous permettre de pouvoir comparer ces données. Donc ces outils devraient nous permettre d'avoir ces structures pour mieux comprendre ces raisons en particulier. Et ensuite, ces données peuvent être utilisées pour le suivi des tendances et bien comprendre si tout ceci fonctionne. Donc tout ce travail qui a été fait afin de voir pourquoi est-ce qu'il y a ici une faible adoption, mesurer les éléments nécessaires et peut-être réfléchir comment est-ce que l'on peut également, par rapport à nos ressources, faire une meilleure allocation des ressources. On peut partager cela aussi avec d'autres partenaires, d'autres collaborateurs, des ONG, d'autres parties prenantes, pour être plus transparent dans notre communication, comprendre d'où proviennent ces écarts et comment est-ce que ces données peuvent être utilisées aussi, par exemple pour la formation et d'autres stratégies. Et ici, répondre à ces éléments qui sont absolument essentiels.
Alors de même, par rapport à ces indicateurs, nous avons donc identifié des indicateurs prioritaires avec 5 questions clés et qui sont en lien ici à la priorité stratégique 2 sur l'engagement à la demande. Alors ça, c'est important parce que l'on revient ici à ces indicateurs qui sont essentiels. Alors rapidement, si l'on rentre dans les détails, que mesurons-nous exactement? Je vous ai montré le cadre tout à l'heure avec les 4 domaines. Donc ici, on parle de ce ressenti, de la motivation, des processus sociaux et des questions pratiques. Et puis il y a aussi ensuite d'autres données démographiques qui peuvent être importantes. Donc est-ce qu'il s'agit d'un enfant, d'un adulte, des parents? Alors ici, vous pouvez voir que dans chaque case, on parle d'une question spécifique dans notre enquête et en rouge, ce sont des questions prioritaires et ici, ce sont des mesures systématiques qui sont nécessaires et comme vous pouvez le voir ici, sur la gauche, eh bien, on va mesurer la confiance par rapport aux bénéfices de la vaccination, mais on regarde également la sécurité et on regarde aussi, en fait, par rapport à la confiance des professionnels de santé. Par exemple, dans les processus sociaux, on voit aussi ces différentes influences sociales. Et ici, on voit qu'il peut y avoir donc différentes influences, notamment d'un leader religieux, d'un leader de la communauté. Donc c'est important parce que cela donne vraiment une vue d'ensemble, parce que ce sont des éléments qui peuvent jouer un rôle. Alors j'ai aussi mentionné les indicateurs prioritaires. Ce sont donc les questions qu'on a identifiées dans notre processus de test et de validation, qui sont vraiment, qui nous permettent d'avoir les meilleurs résultats. Et si je pourrais vous expliquer pourquoi, si vous avez des questions spécifiques, mais ce sont réellement les questions les plus importantes qu'il faut poser. Alors, je ne vais pas ici rentrer dans les détails, mais ça vous permet en fait de voir à quoi cela correspond. Et vous avez l'indicateur qui correspond sur la droite. Alors, si vous regardez les 2 dernières lignes ici, alors est-ce que vous savez où aller pour faire vacciner votre enfant? Et l'indicateur ici, c'est le pourcentage de parents qui savent où aller. Et ici, en fait, ça vous donne vraiment cette idée, donc ça vous montre à quel point ces questions sont faciles à utiliser, sont faciles à poser et de même le fait que cela vous donne une information qui est importante, s'agissant donc de l'indicateur que vous cherchez à mesurer. Alors voilà ici un exemple des réponses collectées au Nigeria. Donc là, vous voyez par rapport à nos 5 indicateurs, vous voyez la vaccination donc des enfants. Vous voyez ici la différence entre les hommes et les femmes. Et sur la droite ici, je souligne les indicateurs pour lesquels, côté pratique, eh bien, on rencontre les plus grandes difficultés, des barrières les plus importantes. Donc, savoir où se faire vacciner, c'est important. Donc, on voit ici que les hommes, eh bien, ont moins d'informations que les femmes. Donc, en général, ça peut s'expliquer. Peut-être que c'est plutôt la mère qui est responsable de ces vaccins. Mais ensuite, il y a d'autres questions, c'est-à-dire est-ce que la mère a l'autonomie nécessaire, l'indépendance nécessaire pour aller ici au centre de vaccination seule avec son enfant? Et de même, ici, sur les questions des frais, eh bien, on voit une réelle barrière ici
on voit que cela comprend certains coûts associés à la vaccination et surtout comment aller jusqu'au centre de vaccination. Donc ce sont ici des coûts supplémentaires à prendre en compte. Alors, par exemple, cela veut dire que vous n'allez pas pouvoir travailler ce jour-là parce qu'il va falloir envoyer votre enfant, enfin aller au centre de vaccination. Ou alors il va falloir prendre le bus, donc payer 2 tickets de bus, par exemple. Donc comment utiliser ces outils au mieux? Alors ça, c'est essentiel et on ne peut pas le faire seul. Alors pour résumer, par rapport à ces, étapes, quelle est pour vous donner une idée comment commencer. Alors tout d'abord, avec qui, devez-vous travailler pour commencer à collecter ces données en utilisant ces outils? Réfléchissez à vos partenaires, aux parties prenantes, peut-être le besoin d'identifier ici un partenaire de recherche local, que ce soit par exemple une université aussi. Et ensuite, il faut réfléchir aux outils à utiliser. Quels sont les outils déjà disponibles, les données déjà disponibles? Est-ce que nous quels sont nos besoins? Dans quelle zone est-ce que la couverture est la plus faible? Est-ce que c'est au niveau du pays, du district, de la région? Et tout ceci va nous permettre finalement de réfléchir ici aux outils à utiliser et ensuite, il faut peaufiner le plan. Une fois que vous avez votre population, vous avez vos besoins, eh bien, il faut réfléchir aux outils qui peuvent être utilisés pour développer donc un plan. Comment est-ce que l'on va pouvoir mettre cela en place? Qui va collecter ces données? Qui va faire et ensuite, comment utiliser ces données? Qui doit être impliqué dès le début? Donc ça, c'est vraiment très important que chacun puisse participer à ces étapes et il va falloir ici inclure ou intégrer aussi ces indicateurs prioritaires, ces questions dans des processus déjà existants de collecte de données. Parfois, certains programmes ont déjà ici, des processus de collecte de données sur la surveillance, le suivi, le nombre d'enfants vaccinés et il y a peut-être une opportunité ici de se poser certaines de ces questions prioritaires et une fois que ces discussions ont eu lieu sur l'utilisation des données, il faut parler de ces interventions qui vont être ciblées pour une population spécifique et comment est-ce que ces outils vont pouvoir aider par rapport au suivi pour aider à comprendre est-ce que ces interventions ici sont efficaces? Est-ce que l'on obtient ici l'amélioration de la couverture requise? Et celle-ci devrait vous permettre de mieux comprendre ici les améliorations par rapport aux différentes activités qui peuvent être impliquées. Alors, je viens de vous décrire les outils qui nous sont disponibles, ce qui doit être mesuré, donc pas seulement le ressenti, les attitudes, les croyances, les influences sociales, la motivation, les facteurs pratiques, donc il y a tous ces éléments. Alors on a parlé de ce qu'il fallait ici mesurer et ensuite voir comment les données sont utilisées pour le suivi et l'évaluation. Mais il ne s'agit pas ici que des données. Il va falloir aussi utiliser ces données pour décider quelles sont les interventions qui vont être les plus efficaces pour répondre aux problèmes. Et avant de rentrer dans les détails sur ce qui peut fonctionner pour accroître l'adoption de la vaccination, j'aimerais prendre quelques instants pour revenir sur un principe important sur les sciences comportementales et sociales qui concerne un concept de base
pour mieux comprendre ces éléments de preuve et comprendre justement quels sont les comportements en matière de santé, les comportements en matière de vaccination. Tout d'abord, eh bien, les connaissances ici ne correspondent pas toujours au comportement. Donc, je vais essayer un petit exercice interactif. Je vais vous poser une question à tous. Et ici, levez la main si vous répondez oui à cette question. La question est la suivante. Est-ce que vous savez qu'il est important ici de faire du sport 2 fois par semaine? Même 2 à 3 fois par semaine. Est-ce que vous savez que c'est important ici, donc de faire du sport régulièrement? Donc levez la main en utilisant la fonction ici de la main levée dans Zoom, si vous savez que c'est important de faire du sport. Alors je vois beaucoup de mains qui se lèvent. Alors en fait, levez la main si vous savez ici qu'il faut faire du sport régulièrement, au moins 2 à 3 fois par semaine. Ça peut être tout type d'exercice physique d'ailleurs, hein. Aller marcher, courir, nager. Et en fait, ça, ce serait vraiment très important par rapport à ces comportements. Alors ici, je vois beaucoup de mains qui se sont levées. Eh bien, nous savons ici que c'est important, évidemment, de faire du sport, de l'exercice. Alors on peut arrêter ici, merci. Mais maintenant, baissez la main si vous ne faites pas ici du sport 2 à 3 fois par semaine. Alors on sait qu'on devrait faire du sport 2 à 3 fois par semaine, mais est-ce que vous faites du sport 2 à 3 fois par semaine? Donc si vous faites du sport 2 à 3 fois par semaine, continuez avec la main levée, sinon baissez la main. Donc là, je vois qu'à peu près la moitié du groupe qui a baissé à la main. Et en fait, ce que je voulais vous montrer avec ce petit exercice, qu'en fait, on le sait tous. Il faudrait faire du sport, n'est-ce pas? On sait que c'est bon, il faut avoir un régime alimentaire équilibré. Tout le monde sait cela. Cependant, ici, parce que le quotidien prend le dessus, eh bien, nous savons qu'il y a différentes priorités dans la vie et qu'on ne peut pas toujours, ici, prendre le temps. C'est pas toujours pratique. Il y a d'autres priorités parfois et c'est une illustration ici. Donc nous savons que faire du sport, c'est important et peut-être qu'on prévoit de faire du sport 2 à 3 fois par, semaine. Alors moi, par exemple, je mets mon réveil le matin, plus tôt, pour, aller courir le matin, mais parfois je me couche plus tard le soir et du coup, je ne vais pas courir le lendemain matin et donc ça, c'est vraiment très important. Alors tout cela pour vous dire que nous savons que par rapport à certains comportements, c'est évident que la plupart des parents ici le savent aussi très bien, il faut faire vacciner les enfants. Mais ici, s'agissant de comment est-ce que l'on prévoit cela, est-ce que l'on peut ensuite vraiment y arriver? Eh bien, c'est vraiment très différent et c'est pour ça qu'à mon avis, c'est très important de mesurer cela sur ces, différents domaines et revenir sur ces interventions et comment est-ce qu'elles fonctionnent à partir de l'expertise internationale et comment est-ce que l'on peut, répondre. Parce que ici, c'est ce qui devrait nous permettre de mettre cela en place. Alors, sur la base du travail de notre groupe d'experts, en plus de développer ces outils, nous avons aussi, fait, passer en revue les différents éléments de preuve
avec ces revues systématiques et nous avons donc identifié toute une liste d'interventions qui permettent de promouvoir la vaccination et nous les avons associées aux différents domaines, problèmes ou barrières à la vaccination. Par exemple, la dernière ligne sur les questions pratiques. Nous voyons ici beaucoup d'éléments de preuve qui nous montrent que, par exemple, réduire les coûts ou améliorer la qualité de service ou envoyer, par exemple, juste un message sur le téléphone, envoyer ici un petit rappel en disant: «Demain, vous avez rendez-vous pour le vaccin» ou alors, «Vous n'êtes pas venu pour votre troisième dose, n'oubliez pas que vous pouvez, venir à tout moment cette semaine». Eh bien ça, c'est important au niveau du comportement. Eh bien, ça rend les choses beaucoup plus pratiques, hein, pour se faire vacciner. Alors évidemment, on pourrait continuer à élaborer sur la question, sur ces interventions, mais ça, en fait, cela illustre le fait que vous avez toute une gamme d'options ici, avec pour, avoir plus de cette mobilisation sociale qui est nécessaire. Il faut réfléchir à ce qui est nécessaire pour vraiment modeler ces comportements et avoir un maximum d'impact. Alors, vous avez 4 catégories d'intervention. Ça simplifie un peu le processus de planification. Donc en fait, c'est notre arbre d'intervention qui décrit ici ces 4 catégories. Tout d'abord, les services de qualité et accessibles. Deuxièmement, travailler avec des experts de confiance au sein de la communauté. Donc c'est important de travailler avec des leaders, des représentants des communautés locales, des personnes de confiance qui peuvent vraiment aider à faire ce lien entre les parents et les services de vaccination. De même, les informations sont essentielles. Ce sont donc des informations de confiance qui sont nécessaires, mais aussi s'agissant des structures, des programmes pour répondre à certaines inégalités, certains écarts. Et cela permet de même de revenir ici sur ces éléments qui sont importants. Et pour ce faire, par rapport à ces 4 domaines d'intervention, il y a 3 autres éléments qui sont un peu des déterminants, je dirais, qui contribuent ici à la mise en œuvre de ces interventions. Tout d'abord, l'engagement politique est important. Il va falloir un réel investissement. Les actions des leaders politiques, des décideurs. De même, nous savons qu'il faut aussi un personnel de santé motivé, bien formé, bien soutenu pour proposer des services de qualité. Et enfin, il y a les données comportementales, afin de comprendre, par exemple, pourquoi ici est-ce qu'il y a une faible adoption, pour pouvoir mesurer les actions. Donc je pense que c'est vraiment essentiel de parler des services de qualité et s'assurer que ces services répondent aux besoins des communautés. Sur la droite ici, vous voyez ces 7 principes d'orientation de la qualité. Ces 7 principes sont importants. Donc ici, l'efficacité, la sécurité, centrée sur la personne, dans les délais, équitable, intégré, efficient. Et ça, c'est important lorsque l'on crée ces services, lorsqu'on conçoit ces services.
c'est important dans ce cas-là de pouvoir vraiment agir sur ces éléments avec des étapes qui permettent d'aider les décideurs. Et maintenant, je vous pose une question. S'agissant de cette compréhension des comportements, comment est-ce que cela va pouvoir vous aider à mieux comprendre nos besoins? Donc c'est une question, donc vous allez pouvoir répondre dans le chat. Donc n'hésitez pas. Donc comment est-ce que cette connaissance de ces moteurs sociaux et comportementaux peuvent vous aider dans ces efforts? On reviendra ici tout à l'heure sur cela. Ne vous inquiétez pas, mais n'hésitez pas si vous avez déjà des éléments de réponse. Alors le phénomène d'hésitation ici est important. On parle beaucoup du doute pour expliquer parfois le taux d'adoption qui est faible. Alors ici, cela correspond à 3 domaines clés. Et ils sont définis comme des étapes. Alors par exemple, ici, lorsqu'il y a des doutes, vous hésitez. Alors, par exemple, est-ce que vous êtes vraiment motivé? Est-ce que vous êtes en train de planifier? Est-ce que vous allez ou pas vous faire vacciner? Faire vacciner votre enfant? Et comprendre vraiment cette hésitation est absolument essentiel. Parce qu'à partir de là, vous allez pouvoir identifier ces groupes et comprendre ce que vous allez devoir faire pour comprendre cette hésitation et comment vous allez pouvoir avoir des stratégies pour répondre à ces hésitations. Alors ces doutes, ces hésitations se basent très souvent sur ce continuum. Donc évidemment, ça dépend des contextes. Et en fait, c'est une illustration par rapport à ces intentions sur donc cette courbe. À gauche, vous avez vraiment ceux qui sont fortement ici opposés à la vaccination. Et sur la droite, vous avez vraiment ceux qui, au contraire, sont très enthousiastes, qui exigent cette vaccination, qui soutiennent activement la vaccination. Mais la majorité des personnes sont plutôt au milieu. C'est-à-dire, nombreux sont ceux qui comprennent que c'est utile la vaccination. Et puis, il y a tout de même un peu d'hésitation ici sur la gauche. Alors, nous savons que pour ce groupe, ils peuvent avoir peut-être quelques préoccupations, quelques inquiétudes. Ils ont peut-être besoin peut-être d'autres informations, ils vont peut-être voir ce que font les autres autour d'eux. Alors que peut-on faire? Tout d'abord, eh bien, on peut commencer par les écouter. Donc on ne fait rien, on ne dit rien, on les écoute. Alors pourquoi est-ce que vous vous inquiétez? Pourquoi est-ce que vous hésitez? Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Et d'avoir finalement, dans un environnement ici de respect, avoir cette discussion pour que cette personne puisse expliquer quelles sont ses préoccupations. Et à partir de là,
pense qu'on peut avoir une meilleure compréhension. Pourquoi est-ce qu'ils ont des doutes, des hésitations? Mais je pense que cette première phase d'écoute est absolument essentielle. C'est une intervention en soi pour vraiment aider à répondre à ces préoccupations. Parfois, c'est important de juste écouter les préoccupations des autres et les reconnaître. Et ça permet aussi de partager ces informations et peut-être eh bien, les orienter vers une personne qui pourrait répondre à leurs craintes. Ça peut être un autre professionnel de santé, un autre expert, un leader religieux. Et ensuite, voir est-ce que nous avons répondu à ces préoccupations ou alors est-ce qu'il faut continuer dans notre échange. S'agissant de la vaccination maintenant, très souvent, au quotidien, eh bien, on se dit, il peut y avoir un besoin d'information. Et comme je le disais, comment est-ce que l'on peut ouvrir la discussion? Je vous ai dit que la discussion était importante. Eh bien là, encore une fois, pour les professionnels de santé, c'est essentiel d'avoir cette compétence de communication, parce que très souvent, c'est eux qui sont en contact avec la population. Donc il faut montrer ici qu'ils se sentent concernés, qu'ils écoutent. Donc c'est important de partager aussi l'information lorsque c'est possible et poser d'autres questions. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Pourquoi est-ce que vous pensez cela? Ou qu'est-ce qui vous retient? Comment est-ce que je pourrais vous aider? Et toujours recommander la vaccination. Il y a un moment dans votre échange où vous allez arriver vers la fin de la conversation et il est important de toujours recommander la vaccination. Alors, pas du tout de manière ici péremptoire, mais pas du tout. En parlant peut-être des éléments de preuve et de recommander la vaccination, mais de manière ici accompagnée, en les soutenant, en proposant d'autres informations. Et donc ça, c'est important. Et puis des organisations comme par exemple la société civile, les ONG, les associations locales peuvent aussi aider en montrant l'exemple afin de promouvoir la vaccination. Ici, en montrant que tout le monde se fait vacciner, que cette vaccination est aussi disponible sur site. Et donc, ce sont des organisations locales qui peuvent montrer l'exemple, montrer leur soutien en faveur de la vaccination. Et pour ce faire, là encore une fois, il faut vraiment que ce soit dans une atmosphère respectueuse, dans une atmosphère d'écoute. J'aimerais également revenir ici sur la désinformation maintenant, surtout en matière de vaccins contre la Covid-19. Alors évidemment, la Covid, personne n'en avait entendu parler il y a à peine 3 ans et maintenant nous avons déjà des vaccins et donc tout a évolué très rapidement, tout s'est développé très rapidement et on voit vraiment toute une connaissance qui est acquise, qui est récente. Donc ça a été vraiment un environnement d'information en perpétuelle évolution. Cela veut donc dire que nombreux sont ceux qui se sont posés des questions, qui ont essayé de comprendre ce qui se passait, d'expliquer les vaccins et comment est-ce que ces vaccins ont pu être développés si rapidement et comment obtenir toutes les bonnes réponses. Mais en parallèle, il y a eu beaucoup de rumeurs, de désinformation et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de répondre à ces questions et c'est vrai qu'aussi, parfois, certains ont répandu de fausses informations délibérément. Donc ici, que peut-on faire dans nos programmes? Donc voici certaines des étapes que l'on peut mener pour savoir si l'on doit répondre et comment y répondre. Tout d'abord, il faut commencer encore une fois par le suivi et par
ici l'écoute. Alors par exemple, le suivi des médias sociaux est important et comprendre, eh bien ici, qui est exposé à cette désinformation? Qui, ici, est la population cible de cette désinformation? Est-ce qu'il y a un déclin dans le taux de vaccination? Est-ce qu'il y a un déclin de la motivation en faveur de la vaccination? Comprendre finalement quel est l'impact pour ces domaines. Enfin, par rapport à cette désinformation, est-ce que c'est juste un petit groupe de personnes? Ou alors est-ce que c'est partout? Est-ce que tout le monde y est exposé? Et ensuite, on peut commencer à développer une réponse. Parce qu'ici, on veut peut-être pouvoir partager des informations précises pour répondre à ces rumeurs, à cette désinformation. Alors parfois, vous allez pouvoir expliquer, ce sont des rumeurs où on entend dire, par exemple, que par rapport au vaccin contre la Covid-19, eh bien qu'ils n'ont pas été testés comme il se doit. Eh bien là encore, nous savons que ces vaccins ont été développés dans le cadre d'un processus solide, qu'ils ont été testés, évalués, etc. Et ensuite élaborer sur le pourquoi. Pourquoi est-ce que les vaccins sont sûrs? Et là, encore une fois, ça correspond aux informations, que vous savez que ce sont les informations qui sont correctes. Il est important de travailler avec des leaders de la communauté, avec d'autres organisations de la société civile, d'autres partenaires pour partager des informations précises. C'est important ici de pouvoir partager ces informations et que vous êtes parfois ici le messager. Alors comme je vous le disais, certains peuvent parfois disséminer ces fausses informations parce qu'ils peuvent, y voir un certain gain et c'est important ici de comprendre pourquoi. Ici, pour bien répondre à ces tendances. Alors certains veulent juste, l'attention, veulent juste créer ici, un espace, une visibilité sur internet. Donc dans ce cas-là, il faut peut-être, aussi les ignorer. Alors voici certaines donc étapes pour, arrêter, mettre un frein à cette désinformation et éviter cette amplification de la désinformation en aidant toutes les personnes à pouvoir, vérifier la source des informations et vérifier les faits. Donc c'est vraiment cela correspond à des étapes qui sont assez faciles et vous permettent de garantir ici que toute personne a vérifié la source des informations, vérifier les faits et que si vous avez un doute sur une information, sur la véracité d'une information, que vous puissiez vérifier et nous avons notamment des documents qui ont été créés par l'OMS sur ces éléments. Alors la réponse à la désinformation, il faut corriger cette désinformation et c'est absolument essentiel. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les connaissances et les informations sont essentielles. Nous voulons nous assurer que chacun puisse avoir réponse à ses questions. Mais les connaissances ne suffisent pas par rapport à ces comportements, à la vaccination. Alors ce qu'il va falloir faire, c'est tout d'abord vérifier les faits et être clair. Les vaccins sont sûrs, ont suivi des processus solides de tests et de validation, que tous les ingrédients des vaccins sont des ingrédients sûrs et vraiment ici souligner toutes les informations dont nous disposons. Tous ces éléments de preuve que nous connaissons, tout ce processus de recherche, de développement, de fabrication des vaccins, nous savons que les vaccins sont testés et approuvés. Il faut vraiment commencer avec les faits pour corriger cette désinformation.
Et pour revenir sur ces éléments clés, eh bien, c'est un peu cette tendance ici et il faut utiliser la méthode du sandwich. C'est-à-dire qu'au milieu, vous avez ici cette désinformation et de 2 côtés, il faut absolument avoir la vérité. Et donc en fait, c'est important parce que cela vous montre à quoi ça peut ressembler. Tout d'abord, expliquer. Le vaccin contre, la covid ne va pas vous rendre malade et certains ont entendu ou il y a des rumeurs, le fait que le vaccin peut vous donner la covid, mais c'est faux évidemment et que parfois, ici certains vont peut-être se sentir un peu malades, peut-être que vous allez avoir de la fièvre ou peut-être que vous aurez mal au bras après la vaccination, mais c'est juste un signe que le vaccin, ici, développe votre immunité et ensuite, renforcer ce message en disant que les vaccins ne sont pas dangereux et que parfois il peut y avoir des effets secondaires, mais très légers, et c'est juste la réponse du système immunitaire qui apprend à répondre au virus. Donc c'est un exemple ici. Donc vous apportez des faits en réponse à cette désinformation et vous réaffirmez cela avec d'autres faits. Donc c'est absolument essentiel parce que ces informations doivent être claires et facilement accessibles. Dans certains contextes, il y a aussi des hésitations. Alors en général, c'est rare que ce soit vraiment la raison principale du manque d'adoption de la vaccination, mais c'est possible. Alors comment répondre à cela? Nombreux sont les programmes qui ont été créés au sein des communautés et parfois ce n'est pas toujours facile ici d'identifier le pourquoi, la raison de cette faible adoption de la vaccination dans une population cible. Mais nous avons développé ce guide qui s'appelle ici Combler l'écart, conception centrée sur la personne dans le cadre des programmes de vaccination adaptés. Donc, par rapport à tous ces éléments, eh bien, nous essayons de comprendre d'où viennent ces difficultés et ensuite d'adapter toutes les stratégies, les services, les interventions pour répondre aux besoins des populations locales. Donc, c'est important de travailler avec les représentants des communautés. Ce sont les membres de la communauté, évidemment, qui ont les meilleures connaissances des solutions potentielles. Et c'est absolument essentiel pour pouvoir ici identifier les solutions et ensuite les mettre en œuvre au sein des communautés. Donc il faut travailler ensemble avec les représentants de la communauté et que ce soit très inclusif et étape par étape, en se basant sur les données, de mettre en place une approche qui soit facile, pratique et adaptable. C'est une approche qui doit donc être utilisée, qui peut être utilisée dans un village, dans une communauté où nous savons qu'il y a un faible taux d'adoption de la vaccination. Donc ici, il faut commencer avec les diagnostics par rapport ici au moteur. Et ici, c'est absolument essentiel par rapport à cette conception, à cette stratégie et de pouvoir revenir ici sur les différents éléments. Et c'est vraiment un processus, étape par étape, afin de pouvoir revenir sur des stratégies qui doivent être claires. Alors ça, c'est vraiment essentiel. S'agissant ici du suivi de base et de l'évaluation, eh bien, nous allons pouvoir adopter les bonnes étapes avec les partenaires locaux nécessaires. Alors ça, c'est important par rapport à cette approche dont je vous ai parlé, 4 étapes principales.
qui peuvent être utiles. Alors c'est très pratique, notamment pour cette organisation de ces 4 domaines clés, avec les objectifs de chaque étape, les outils qui sont utilisés et également les questions auxquelles vous allez pouvoir répondre. Vous avez ces 4 étapes et vous avez donc ici une décomposition en actions. Donc c'est très utile, c'est dynamique et beaucoup d'outils mentionnés afin que ce soit vraiment facile à utiliser au niveau local, afin que vous puissiez ici vraiment embarquer toutes les personnes dans ces initiatives. Voici un exemple à quoi cela peut ressembler dans un contexte local. Je vous présente Sarah et ses enfants ne sont pas vaccinés. Alors ici, on peut vous réfléchir, pourquoi est-ce que ces enfants ne sont pas vaccinés? Je ne vais pas tous les lire, toutes ces raisons, mais elles peuvent être nombreuses, ces raisons. Par exemple, elle, ici, a des préoccupations, elle s'inquiète pour, les effets secondaires de la vaccination et puis le centre de vaccination est trop loin et puis quand on arrive au centre de vaccination, il faut attendre et en fait, elle se dit qu'il faudrait quand même y aller, mais elle n'y est jamais allée avec ses enfants. Et puis peut-être qu'il y a une petite, résistance au sein de la communauté. Peut-être que les leaders religieux ici ne soutiennent pas, ici n'apportent pas leur soutien en faveur de la vaccination. Donc en fait, vous voyez ici différentes raisons, vraiment. Et donc c'est pour cela que ici, dans ce contexte, dans cette communauté, eh bien, l'adoption est assez faible. Alors comment peut-on réagir? Donc sur la base des outils et des domaines que j'ai décrits, on peut commencer ici à décomposer les éléments. Ici, par exemple, sur la base des outils que je vous ai décrits, nous allons peut-être pouvoir, ici, avoir une meilleure compréhension. Alors ça, c'est important. Elle ne sait peut-être pas exactement où aller, ici. Peut-être pas très clair au niveau des informations aussi, combien de doses? Et en fait, elle a reçu, par exemple, une brochure ici et puis il y avait des photos, mais il y avait des photos où il n'y avait que des hommes, par exemple, ou peut-être que les photos n'étaient pas appropriées dans son contexte culturel. Donc en fait, elle n'était pas à l'aise avec cela. Donc en fait, une fois qu'on a une meilleure compréhension de ses préoccupations, on va pouvoir concevoir, évaluer ses stratégies ciblées. Donc il va falloir peut-être par exemple des brochures plus pertinentes. Il va falloir aussi utiliser d'autres canaux d'information, de communication. Regardez un autre exemple. Eh bien ici, on voit qu'elle n'a pas vraiment confiance dans dans les autorités locales et certains leaders religieux dans sa communauté qui ne soutiennent pas activement la vaccination. Donc ici, il faut se poser des questions sur peut-être un relais au sein de la communauté, peut-être que les professionnels de santé locaux pourraient également être impliqués, peut-être aussi parler à d'autres représentants de la communauté au sein de cette communauté, d'être un peu plus actif ici pour parler de l'importance, de l'avantage de la vaccination. Et puis également, peut-être que l'on pourrait revenir sur toutes ces questions ici pour s'assurer qu'elle reçoit les bonnes informations. Nous savons maintenant ici qu'après l'engagement des leaders religieux, eh bien, on a une réelle promotion de la vaccination. Cependant, on ne voit pas ici une augmentation de l'adoption. Et c'est pour cela ici que c'est absolument essentiel de comprendre et de voir que peut-être que le problème principal ici,
eh bien, elle ne sait pas quand aller au centre de vaccination, c'est trop loin, elle ne sait pas nécessairement comment y aller. Donc ici, la solution, c'est peut-être, de rapprocher les services de cette communauté, que ce soit plus facile, plus pratique. Peut-être qu'il y a un petit centre de la communauté locale ou peut-être qui pourrait réunir ici, les femmes. Peut-être qu'il faut aussi varier les horaires. Ici, par exemple, hein, il y a différentes, possibilités par rapport à ces différentes, étapes de ce processus et pour pouvoir avoir un meilleur diagnostic de ces problèmes. Donc ça, je pense que c'est vraiment très important et aussi essayer de prioriser les interventions, voir celles qui sont les plus efficaces pour atteindre les objectifs escomptés. Alors ici, si vous envisagez les différentes solutions, c'est important. Donc alors pour essayer de commencer à résumer un peu. Donc par rapport à la vaccination, nous avons vraiment besoin de ces stratégies holistiques centrées sur la personne. Donc c'est important de regarder les données locales, de comprendre les raisons de cette faible adoption, de comprendre les comportements, les facteurs sociaux. Nombreux sont ceux qui comprennent l'importance de la vaccination, mais parfois c'est trop difficile, c'est trop compliqué. Il faut aussi soutenir les professionnels de santé, c'est absolument essentiel. Ils doivent être formés et c'est absolument essentiel au sein des communautés, engager les représentants de la communauté afin de promouvoir encore une fois la vaccination. Donc ce sont des éléments qui sont absolument essentiels ici pour qu'on ait le meilleur environnement possible favorable à la vaccination. Et surtout qu'assistant de ce service, que ce soit aussi des services avec une communication qui soit claire, qui passe par les canaux de communication les plus efficaces. Et c'est vrai que la Covid nous a donné l'opportunité de réfléchir aux nombreux partenariats qui sont possibles, y compris avec les services sociaux, avec d'autres parties prenantes, même en passant par le secteur de l'éducation, des sports. Et donc ça, c'est très important parce que vraiment, on voit que l'on peut élargir ces partenariats entre différents secteurs, afin d'avoir aussi une meilleure connaissance de sa santé, mais il faut aussi promouvoir un engagement politique en faveur de la vaccination et de la couverture de santé universelle. Il est important aussi que tous les partenaires soient impliqués. Il faut que ces stratégies ici soient claires. Il faut que la vaccination soit facile, pratique et accessible. Et de même, tout le travail qui a été réalisé ces dernières années a été, eh bien, résumé par cette publication de mai 2022, comprendre ici les moteurs sociaux et comportementaux de l'adoption de la vaccination, qui va résumer ici tous les éléments de preuve, les outils de test et de validation, ainsi que les processus qui nous ont permis d'aboutir à tous ces outils et recommandations. De même, vous retrouverez ici d'autres données qui sont très intéressantes et qui peuvent avoir un impact sur la mise en œuvre. Vous retrouverez dans cette même publication différentes recommandations. Donc c'est une référence très importante, n'hésitez pas à la consulter, surtout en ce qui concerne tout le travail de plaidoyer local et ne pas oublier qu'il faut être absolument présent et utiliser ces données locales. Et enfin, pour résumer, j'en termine là avec cette présentation pour revenir sur les, recommandations et les, outils que j'ai mentionnés dans ma présentation. Tout d'abord, cette, publication avec les recommandations, les outils ici que j'ai mentionnés et de même, vous avez ces 2 autres guides que vous voyez sur la droite, sur la qualité des services et sur l'approche ici de
combler les écarts en matière de vaccination. Avec tout cela, vous avez vraiment le kit complet, la boîte à outils complète dont vous avez besoin pour réfléchir. Donc maintenant, il s'agit de voir dans votre contexte local comment vous allez pouvoir les utiliser. Mais ce sont des outils qui sont très faciles à utiliser, vraiment. Et je suis sûre que par rapport à ces ressources, vous aurez bien tout ce dont vous avez besoin pour bien comprendre justement les raisons de ce manque d'adoption et trouver des solutions. Alors je pense que nous allons passer maintenant à notre session de questions-réponses. Je voudrais évidemment tous vous remercier. Merci de votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions. J'y répondrai avec plaisir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Lisa. Alors, on a vu beaucoup d'activités dans le chat et nombreux sont ceux ici qui vraiment ont été très actifs, ont exprimé à quel point vraiment toutes les informations que vous avez partagées vont être très utiles dans leur travail au quotidien, comment mieux communiquer sur la vaccination. Donc vraiment, votre message a été d'une clarté absolue. Merci beaucoup. Et c'est vrai qu'ici, toutes ces recommandations, tous ces outils seront partagés bien évidemment avec chacun d'entre vous. Donc tout d'abord, on a aussi parlé de toutes ces informations. Est-ce que vous pouvez peut-être revenir ici sur toutes les formations de l'OMS? Est-ce que vous pouvez peut-être revenir sur ce point? Oui, bien sûr. Alors, merci aussi si vous êtes revenu sur cette question de ce qu'on appelle l'infodémix. Alors, l'infodémique, en fait, c'est l'excès d'informations sur un thème en particulier. Et comme on l'a vu pendant la Covid, depuis le début finalement, il y a eu tellement d'informations. C'est un réel flux d'informations. Et nombreux sont ceux qui ont essayé d'expliquer ce qu'était la Covid, qu'est-ce que la maladie, les symptômes, comment l'éviter, les méthodes de prévention, et ensuite les vaccins, pareil, le même flux d'informations, les différents vaccins. Et je pense qu'il y a un peu une saturation d'informations. Mais ici, je pense que là encore, eh bien, cela correspond aussi un peu à cette urgence sanitaire. Mais maintenant, c'est un peu ce que l'on voit aussi parfois avec le journalisme de la santé au jour d'aujourd'hui. Là, aujourd'hui, on peut parler d'autres pathologies. Donc ça, c'est important. Donc, c'est un peu une saturation. C'est ça l'infodémie. Et ce qui est aussi important, c'est que pour cette infodémie, eh bien, parfois, les informations ne sont pas non plus toutes erronées. Certaines sont correctes et d'autres peuvent être de la désinformation. Ça peut être des informations ici qui sont issues, encore une fois, de sources tout à fait ici justifiées. Ça peut être des sources médicales, des sources universitaires, d'organisations internationales, mais ça peut être aussi la désinformation, des rumeurs. Alors c'est important parce que par rapport à ces informations, lorsqu'elles ne sont pas ici, ici, par exemple, justifiées. Alors vous entendez des rumeurs comme par exemple, vous pouvez attraper la Covid en touchant quelque chose. Eh bien ici, eh bien sur les vaccins aussi, il y a beaucoup de désinformation. Nombreux sont ceux qui se sont dit que voilà, on a créé les vaccins trop rapidement et que par conséquent, c'est sûr, il y avait forcément des étapes qui ont été ici sautées dans le processus. Et cette désinformation est ici délibérément ici diffusée pour servir les intérêts de certains groupes. C'est un peu comme de la propagande. Et par conséquent, il y a vraiment eu toute cette attention sur l'infodémie
à cause de cette saturation de l'information et nous, vivons dans ce monde digital, numérique et donc c'est facile de partager, n'est-ce pas, de l'information avec le téléphone, avec des applications, avec Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram et cetera. Donc ici, eh bien, l'information se diffuse tout de suite. Donc vraiment, avec l'infodémie, c'est une saturation, mais c'est aussi une vitesse de circulation de l'information. Et la façon d'y répondre, eh bien, c'est un peu ce que je vous ai décrit tout à l'heure. C'est un peu ce que je disais en réponse à la désinformation. C'est un phénomène de saturation d'information, d'excès. Et lorsque l'on réfléchit ici à cette désinformation spécifiquement, eh bien, c'est là où il faut bien écouter. D'où ça vient? Sur quel thème? Qui partage ces informations? Qui diffuse ces informations? Pourquoi? Quel est le niveau d'exposition à cette désinformation? Est-ce que c'est limité, ici, à quelques personnes, au sein d'un groupe spécifique, au sein d'une communauté spécifique? Ou alors est-ce que ça s'est répandu dans tout le pays ou même au-delà? Est-ce que, par exemple, quelqu'un en a parlé à la radio? Donc il faut vraiment répondre à ces questions lorsque l'on cherche à répondre à cette infodémie et essayer de voir ici, eh bien, de quoi il s'agit et comment y répondre. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, l'information est essentielle, mais ça ne suffit pas. Donc de même, lorsque l'on a ces informations, eh bien les bonnes informations, en fait, ça n'a pas en fait un impact, suffisant sur les comportements. L'impact ici, ce sont ces influences sociales et les questions pratiques, comme je vous ai dit cela tout à l'heure. Donc il faut que la vaccination, ce soit pratique, facile et associer cela à des représentants locaux qui apporteront leur soutien à la vaccination. Alors la vaccination, c'est important, je l'ai dit, c'est nécessaire. Il faut que ces informations soient nécessaires, bien évidemment, pour répondre aux questions, mais ce n'est pas tout. Ça ne suffit pas pour pouvoir, ici, vraiment promouvoir l'adoption de la vaccination. Vous avez donc besoin de ces influences sociales, de cette qualité de service à proximité des communautés, répondre aux besoins des communautés locales. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir atteindre un taux de vaccination. Merci Lisa. Une autre question. La question est la suivante. Comment pouvoir, ici, mettre un terme à la désinformation sur les médias sociaux? C'est une excellente question. Alors parfois c'est impossible, soyons honnêtes. C'est-à-dire que lorsque on partage ces informations, cette désinformation sur différents canaux, ça peut être très difficile ici de mettre un terme à cette désinformation. En fait, le premier élément, c'est que tout d'abord, il faut s'assurer que les gens comprennent comment vérifier les sources de ces informations et vérifier ici ces informations. Donc ça, c'est essentiel. C'est un peu apprendre ici à utiliser Internet. Parce que si les gens comprennent à qui faire confiance, comment vérifier la source d'une information, eh bien, ils pourront ici justement vérifier la source des informations avant de juste partager toutes les informations. S'ils se posent des bonnes questions en disant: «Je ne suis pas sûr de cette information, je ne connais pas ici, par exemple, ce groupe ou ces personnes», eh bien ici, c'est comme ça qu'on peut mettre un terme à ce partage de la désinformation. Donc ça, c'est vraiment un premier élément
Un autre élément qui est important, eh bien, ça peut être et de revenir encore une fois sur vraiment par rapport à ces éléments qui sont importants, c'est d'essayer de voir à quel point revenir sur ces éléments qui sont essentiels, partager ces informations par rapport à la vaccination, à la maladie. Et c'est essentiel parce que évidemment, ici, lorsque ces informations qui sont des informations sérieuses ont déjà été aussi disséminées, diffusées, eh bien, c'est beaucoup plus facile, bien évidemment, ensuite. Et donc, ce sont des éléments qui sont essentiels. Donc ici, vous donnez déjà ces connaissances préalables à la population, aux personnes, pour qu'ils soient moins sensibles à la désinformation. Et aussi lorsqu'ils voient cette désinformation, qu'ils puissent avoir non. Je sais que ce n'est pas vrai, j'ai déjà des connaissances préalables. Donc ici, c'est une façon de faire. Et les programmes de vaccination ici sont vraiment importants. Il s'agit d'une réelle écoute, d'un réel partage de ces informations à travers ces sources. Et donc c'est une autre façon de faire. Alors de même, les informations ne représentent ici qu'un petit élément. Alors je sais que parfois c'est un peu inquiétant et que parfois on se dit même que ce n'est pas trop très juste lorsqu'on a toutes ces informations ici et qu'en plus de tout écouter ici, d'essayer de rester positif, de bien comprendre les tenants et les aboutissants, eh bien, il faut comprendre à quel point, eh bien, nous pouvons continuer à répondre aux besoins, mais c'est pas toujours facile évidemment. Alors tous ces éléments, toutes ces autres stratégies sont en lien avec ces influences sociales qui sont absolument essentielles, comme je vous le disais tout à l'heure, et avec les éléments pratiques. Et donc c'est essentiel. C'est vraiment une association de ces 3 éléments. Alors en fait, j'ai, une question. Tout d'abord, l'hésitation commence aussi, par les professionnels de santé. Je sais que vous en avez parlé dans votre présentation. Est-ce que vous pourriez revenir aussi sur les stratégies pour les professionnels de santé? Et il y a aussi une deuxième question. Ici, il y a également parfois de la désinformation qui provient cette fois-ci pas des professionnels de santé, mais plutôt des leaders religieux. Donc comment y répondre? Je vous remercie pour ces questions. En fait, dans les programmes de vaccination, c'est parfois un peu décourageant de penser qu'il y a des professionnels de santé qui ne soutiennent pas la vaccination, alors qu'au contraire, ils devraient avoir, la formation, les connaissances, nécessaires pour soutenir, n'est-ce pas, la vaccination, promouvoir la vaccination. Mais parfois, eh bien, ce n'est pas le cas. Alors parfois, c'est parce que le système ne leur apporte pas le soutien nécessaire, ils ont peut-être eux aussi des questions, des préoccupations sur d'autres facteurs. Vous savez, parfois, ils pensent qu'ils ne sont pas assez rémunérés ou qu'ils n'ont pas été formés comme il se doit et ils commencent à se poser donc certaines questions. Et puis, il y a aussi des contextes où ils ne font pas confiance aux autorités. Donc, il y a vraiment toute une variété possible de raisons qui peuvent expliquer pourquoi les professionnels de santé, parfois, eux aussi, font preuve d'hésitation. La solution, c'est la même.
la même que celle que je vous ai décrite dans ma présentation. Il faut utiliser les mêmes outils, avec le même cadre, avec les 4 domaines, le même processus ici. Essayez de réfléchir à ces 4 domaines. Ça, c'est important. Toujours ces aspects pratiques pour collecter des données, pour comprendre pourquoi est-ce que les professionnels de santé hésitent et à partir de là, voir comment est-ce que l'on peut travailler ensemble. Et ici, eh bien, justement, par rapport à la vaccination, qu'est-ce que je pourrais faire pour promouvoir ici cette adoption? Et voir pourquoi est-ce que les professionnels de santé hésitent? Alors, c'est sûr qu'il y a des contextes où on a vu beaucoup de données très solides et nombreuses sont les données ici qui ont montré que la vaccination n'a pas toujours été pratique, même pour les professionnels de santé. Alors vous pouvez vous dire que c'est un peu contradictoire, n'est-ce pas? Que le vaccin serait disponible partout. Oui, mais parfois aussi, les professionnels de santé, eh bien, doivent se déplacer pour aller jusqu'à un centre de vaccination. Et ce n'est pas toujours facile pour eux non plus. Et qu'ils sont fatigués. Ils ont beaucoup à faire. Il faut donc faire preuve d'empathie, de compréhension aussi vis-à-vis de ces professionnels de santé. Moi, c'est ce que je dirais par rapport ici à ce phénomène d'hésitation chez les professionnels de santé et même chose pour les leaders religieux. Il s'agit vraiment d'avoir ces discussions avec eux, de poser les bonnes questions, d'écouter quelles sont leurs préoccupations, leurs inquiétudes, des questions ouvertes, des questions larges pour comprendre le pourquoi, les raisons de ces doutes sous-jacents. Pourquoi est-ce qu'ils ne soutiennent pas la vaccination? Pour pouvoir, ici, trouver une solution et voir est-ce que les autres représentants ici de la société, est-ce que par exemple d'autres groupes religieux cherchent à promouvoir la vaccination? Quels sont donc ces premiers échanges ici? Et essayer de mieux comprendre ici comment avancer. Parfait. Alors je sais que nous avons reçu énormément de questions dans le chat, dans la boîte de discussion, donc merci, beaucoup et nous vous renverrons évidemment tout ce document avec toutes les questions et toutes les réponses. Mais maintenant nous allons devoir, conclure notre session d'aujourd'hui. Donc tout d'abord, nous allons ici, poster cette question de réflexion. Donc, pour vous, enfin, quelle partie de cette session aurait été la plus pertinente pour vous dans le cadre de votre travail? Et qu'est-ce que vous allez faire, différemment après avoir entendu ici, Laura? Alors, voici les thèmes, à venir, encore, 3 sessions, notamment publier les résultats, la rédaction scientifique, le développement des études de cas et puis ensuite, ici, par rapport à ces échanges et nous vous demandons de bien vouloir remplir, notre questionnaire d'enquête en fin de session et ensuite d'échanger avec vos collègues, de pouvoir consulter toutes les ressources de la session d'aujourd'hui dans notre groupe et dans notre canal aussi Telegram. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre ici sur ces plateformes. À titre de rappel, vous allez aussi recevoir ici un certificat. Ici, si vous avez participé à l'ensemble de nos sessions et si vous avez bien rempli toutes les enquêtes à la fin de chaque session. Et enfin, voici d'autres événements ici qui vont se présenter très bientôt. Donc je vous encourage ici à rejoindre notre réseau de, vaccination parce que nous avons une première réunion et également la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, à devenir membre de ce réseau et nous allons lancer aussi
ici une nouvelle formation sur le genre et la vaccination. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour obtenir d'autres informations nécessaires et nous partagerons évidemment tout cela avec vous. Enfin, eh bien, par rapport à notre, formation qui est disponible en anglais et en français. Ici, de 5 semaines à votre rythme, nous aurons d'autres informations à partager avec vous sur cette formation Storytelling for Change. Et maintenant, je voudrais remercier Lisa chaleureusement. Merci pour cette présentation très instructive. Merci d'avoir aussi été très actif dans le chat, d'avoir posé toutes vos questions, nous avoir fait part de vos commentaires et je vous retrouve pour ma part la semaine prochaine. Je vous remercie. Excellente fin de journée.